Soyez les bienvenus dans Correspondant ce matin. On va donc débattre de ce qui se passe au Liban, analyser la position française et européenne aussi dans cette crise du Proche-Orient qui frôle ce matin l'embrasement régional. On attend notamment la réaction, il y en a déjà des réactions iraniennes, mais on attend de voir comment va se positionner l'Iran, notamment lors du Conseil de sécurité de l'ONU qu'il demande en urgence. Nos invités, Chiara Piotto, correspondante de Sky Italia à Paris, Juan José Dorado, correspondant espagnol à Paris, journaliste aux médias La Région, et Richard Verly, correspondant France Europe pour Blick.fr, le média en ligne. Alors, le Hezbollah a perdu son chef, Hassan Nasrallah, assassiné à Beyrouth vendredi soir par Israël, qui redistribue les cartes au Proche-Orient. Risque d'un embrasement régional imminent, disent certains. À Jérusalem, on va retrouver Maryse Burgot, notre correspondante sur place, et puis on parle de tout ça juste après. L'objectif affiché par Benyamin Netanyahou est toujours le même, le retour des dizaines de déplacés israéliens dans le nord du pays. Et pour cela, il doit obtenir la destruction du Hezbollah, d'où le discours triomphal que le Premier ministre israélien a prononcé hier soir à la télévision. Mais la mort d'Hassan Nasrallah ne veut pas dire la mort du Hezbollah. Les militaires israéliens le reconnaissent. Le mouvement chiite pro-iranien a toujours des dizaines de milliers de roquettes à sa disposition. Il a gardé une certaine capacité de nuisance. Il est certes affaibli, désorganisé, mais il peut encore frapper Israël, d'où le fait qu'il y a encore ce matin des frappes d'Israël sur le Liban. Toute la question est maintenant de savoir quelle va être la réaction de l'Iran. Jusqu'à présent, les ayatollahs ne se sont pas laissés entraîner vers une guerre totale contre Israël, mais la question se pose aujourd'hui. Autre question qui se pose, la France est avec les États-Unis un parrain historique du Liban, ce pays trilingue. Comment, Richard, est-ce que vous diriez que la France doit réagir? Est-ce qu'elle doit réagir seule ou en accord avec les autres puissances occidentales? Est-ce qu'elle a un rôle particulier dans cette affaire? Elle estime avoir un rôle particulier, et beaucoup de Libanais le pensent aussi, compte tenu des liens historiques, mais aussi des liens entre les populations. Il y a énormément de Franco-Libanais qui vivent au Liban, y compris dans les régions qui sont touchées par les frappes. Donc oui, elle a un rôle. Est-ce qu'elle a un rôle à jouer seule? Non. Diplomatiquement, elle ne peut fonctionner qu'en coalition, qu'en agrégeant autour d'elle un certain nombre de pays. C'était d'ailleurs le cas de ce qui s'est passé jeudi, puisque à l'Assemblée générale des Nations unies, vous savez que les États-Unis, la France, la Grande-Bretagne, mais aussi l'Arabie saoudite, les Émirats arabes unis et le Qatar avaient fait une proposition de cessez-le-feu de 21 jours la veille de la frappe contre Nasrallah. Donc ça, je pense que c'est ce que la France va continuer à faire, essayer d'être présente et d'animer toutes les coalitions possibles pour une initiative diplomatique. Après, est-ce que ça a des chances de réussir? Très franchement, si vous regardez la donne militaire aujourd'hui, Israël a acquis une supériorité incontestable en ce moment contre le Hezbollah. Il est quand même très peu probable qu'à la veille du 7 octobre, Netanyahou décide de faire un cessez-le-feu, d'accepter un cessez-le-feu. Au contraire, il va poursuivre son œuvre de destruction des infrastructures de la milice chiite. Je suis la situation presque heure par heure, ça c'est ce qu'on peut lire dans certains commentaires sur les réseaux. Il y a 2000 membres à peu près de la diaspora libanaise qui vivent en France et qui regardent tout ça avec beaucoup d'effroi, avec impuissance aussi. Une manifestation est prévue d'ailleurs cet après-midi à 15h à Paris. Est-ce que vous allez la couvrir, cette manifestation? Effectivement, oui. C'est très intéressant pour l'Italie aussi de voir les réactions en France, pour les raisons que Richard a bien expliquées. Il y a des relations étroites entre la France et le Liban qu'on reconnaît comme étant encore plus importantes que les relations entre l'Italie et le Liban, même si il y a beaucoup de familles libanaises qui habitent sur le sol italien. J'en connais plusieurs moi aussi. Le gouvernement italien, d'ailleurs, notre ministre des Affaires étrangères a rappelé l'importance de protéger même les soldats italiens et occidentaux. Netanyahou une sorte de rassicuration sur ça. Mais du coup, oui, je vais couvrir cette manifestation pour voir la réaction en France. À la veille de la date de 7 octobre, que, comme Richard a bien rappelé, est déjà une date qui nous interroge beaucoup. Quelles vont être les réactions de la population en France, vu que le sujet Moyen-Orient est tellement clivant dans le pays?
Hier, quasiment, tous les médias français sont passés en édition spéciale quand on a appris la mort de Hassan Nasrallah. Juan José, c'est pareil en Espagne où on regarde les choses d'un peu plus loin, les intérêts en jeu sont peut-être moins importants? C'est vrai qu'on a un regard un peu plus lointain, forcément, parce que nos relations avec le Liban ne sont pas celles de la France ou encore celles de l'Italie, parce que la population libanaise en Espagne elle est moindre par rapport à vos autres pays, mais c'est certain qu'il y a toute une génération, par contre, en Espagne, ma génération, qui a grandi avec la guerre du Liban. Au fond, donc, on s'intéresse beaucoup au Liban, mais politiquement, l'Espagne n'a aucun poids. Donc, elle va s'agréger, si vous voulez, à toute coalition en défense de la paix. Mais n'oublions pas que, de toute façon, aussi, derrière ce qui vient de se passer au Liban, il y a ce conflit israélo-palestinien et que l'Espagne, par contre, est très claire pro-palestinienne. D'ailleurs, l'Espagne a reconnu la Palestine en tant qu'État et donc l'ambassadeur palestinien a présenté ses cartes de créance au roi il y a à peine quelques jours. À New York, Emmanuel Macron a appelé à l'ONU à un cessez-le-feu comme son partenaire américain, puis à nouveau à Madame. On va l'écouter. La proposition qui a été faite et qui a été préparée, négociée avec le Premier ministre Netanyahou et ses équipes, à la fois par les Américains et nous-mêmes, est une proposition solide. Elle n'a pas été faite en l'air. Et je pense que ce serait une faute de la part du Premier ministre de la refuser, parce qu'il prendrait la responsabilité d'une escalade régionale, évidemment de nouvelles victimes civiles au Liban, mais une escalade bien au-delà que nul ne maîtriserait. Et Netanyahou a dit non. Son discours à l'ONU était à l'opposé des demandes d'Emmanuel Macron. Dans la foulée, il y a eu ces frappes éclairs et la mort de Hassan Nasrallah. Est-ce que, Richard, c'est un camouflet pour la diplomatie française, qui est un peu ce qui reste au président de la République avec le nouveau gouvernement qui est le sien? Camouflé, j'irai pas jusque-là. La France est dans son rôle de proposer, d'insister pour un cessez-le-feu, d'insister pour une sortie diplomatique à cette crise. Mais la diplomatie, c'est difficile, mais il faut continuer. Donc non, c'est pas un camouflet. Ce qui se passe, et la presse internationale s'en est fait l'écho, c'est qu'il semble que Benjamin Netanyahou a joué sur les deux fronts. D'un côté, il est allé à l'ONU en laissant croire qu'il était prêt à discuter d'un cessez-le-feu. Il a effectivement eu des diplomates qui ont participé à des discussions, mais simultanément se préparer l'attaque contre Nasrallah et contre le Hezbollah, et certains parlent même de ruse de Netanyahou qui laissait planer la possibilité d'un cessez-le-feu pour mieux masquer ses intentions vis-à-vis de Nasrallah et du Hezbollah. En tout cas, camoufler, non, mais ça veut dire que quand on avance sur ce terrain très difficile de la diplomatie, ce qu'il faut, c'est des cartes pour forcer les belligérants à accepter une solution diplomatique. Et disons les choses comme elles sont, il y a un seul pays qui a les cartes en main, c'est les États-Unis, et cette carte, ça s'appelle l'arrêt des livraisons d'armes. Tant que Joe Biden n'aura pas décidé les livraisons d'armes à Israël, de toute manière, Israël ne bougera pas. En tout cas, aujourd'hui, ces jours-ci, encore une fois avant le 7 octobre, je ne vois pas, ce serait une surprise immense que Netanyahou, en plus après le discours qu'il a fait hier, que Netanyahou accepte de s'engager dans une voie diplomatique. Jean-Yves Le Drian, l'ancien chef du Quai d'Orsay, l'ancien ministre des Affaires étrangères français, il s'est aussi rendu à Beyrouth ces derniers jours encore. Il est l'envoyé spécial d'Emmanuel Macron très régulièrement depuis bientôt 2 ans au Liban. Il a beaucoup écouté, il a tenté plusieurs approches pour essayer de rebooster un peu la vie institutionnelle du Liban. En vain, Chiara, est-ce que du côté de l'Italie, on se dit que l'approche française n'est peut-être pas la bonne parce que les réponses, elles sont pas à Beyrouth, elles sont à Téhéran et elles sont à Tel Aviv? Ce qui est sûr, c'est qu'on a l'impression en général en Italie, comme je pense dans beaucoup de pays occidentaux, que Netanyahou et Israël font ce qu'ils veulent en ce moment, que la diplomatie n'arrive pas à toucher les intentions de Netanyahou, qui joue, comme Richard l'a dit, je suis totalement d'accord, sur deux plans, sur deux visages différents, selon ses nécessités, ses stratégies, les stratégies de son peuple qu'il veut protéger à tout prix, a pris aussi des relations avec les pays occidentaux. Évidemment, il ne semble pas avoir tellement peur des réactions aussi de ces Italiennes, justement, vont dans ce sens-là. Notre ministre des Affaires étrangères, je le cite à nouveau parce que c'est des déclarations récentes, après le discours hier, il a pris des distances du discours de Netanyahou, mais en même temps, il réitère son support à la cause. D'un point de vue diplomatique, il demande un cessez-le-feu,
Mais lui-même, il s'attend pas à que ce cessez-le-feu ait place, surtout que normalement, on ne devrait pas tuer la personne avec laquelle on est censé négocier ce cessez-le-feu. Du coup, la mort de Nasrallah, au moins, enlève du camp l'hypothèse, dans le court délai, on dirait, d'une vraie négociation en cours, d'une intentionnalité. Du coup, voilà, c'est ce que je peux dire de la part d'Italie. Alors Paris n'évacue pas encore ses ressortissants, ils sont près de 20 000 au Liban, sans compter les binationaux. La vraie question maintenant, c'est rester ou partir. C'est une question qui se pose pour les Français installés dans ce pays à chaque fois qu'il y a une montée de tension, peut-être cette fois-ci plus encore que les précédentes, surtout que les vols aériens sont suspendus de la part de pas mal de compagnies aériennes occidentales. Est-ce que vous avez interrogé des Français qui ont de la famille là-bas? Oui, tout à fait. On a parlé pour préparer l'un des articles, on a préparé à partir des témoignages des Français qui ont de la famille là-bas, comme vous dites. Et effectivement, il y a cette inquiétude qui est réelle. D'ailleurs, toutes les chancelleries avaient demandé à ces ressortissants, dans la mesure du possible, de partir avant l'arrêt justement des vols commerciaux, puisque, comme vous l'avez indiqué, il y a beaucoup de compagnies qui ont commencé à suspendre les vols commerciaux. Nous avons quelques Espagnols qui habitent bien sûr du côté du Liban, et le ministère des Affaires étrangères a demandé aussi qu'ils soient repatriés, qui rentrent au pays vu la situation. Et tout ça, c'était avant justement l'attaque contre le Hezbollah. Et je vous dis ça pourquoi? Mais parce que tout simplement, vendredi dernier, il y avait 150 organisations espagnoles dont les principaux syndicats des travailleurs espagnols appelaient à une manifestation, à une grève générale en Espagne pour dénoncer la politique d'Israël. C'était juste avant, donc grève générale, juste avant l'attaque contre le siège du Hezbollah. Donc la réalité aujourd'hui du côté espagnol, c'est que on considère que Netanyahou est un électron libre, il s'est séparé de cette tutelle américaine, même s'il y a cette menace de pouvoir suspendre les livraisons d'armes. Mais la réalité, c'est que ni la France, ni l'Angleterre, ni les États-Unis ont aujourd'hui la main sur la politique de Netanyahou. D'autant plus effectivement que Joe Biden est hors course pour la présidentielle. Donc aujourd'hui, la situation, la solution diplomatique paraît extrêmement compliquée. D'autant plus, et Richard l'a signalé, que le 7 octobre frappe à nos portes. Alors la France ne fait pas partie des pays qui reconnaissent l'État de Palestine. Elle a néanmoins toujours prôné une solution à deux États, mais le président de la République, Emmanuel Macron, a été très vivement interpellé à Montréal sur la position de la France. On va écouter. Hello, I'm happy to be here and to see you. I just explained to you No, Hamas is a terrorist group. No, it's a resistance. No, Hamas. I'm sorry, we totally disagree on that. What you want? No, but what you say is unacceptable. They killed hundreds of people. Ils ont tué des centaines de personnes. Ce que vous dites est inacceptable. Alors au niveau bilatéral, la Suisse, elle ne reconnaît pas non plus la Palestine en tant qu'État, Richard, mais elle entretient des relations avec l'autorité palestinienne depuis les accords d'Oslo, c'est ça? Oui, absolument aussi. D'ailleurs, Emmanuel Macron a reçu... C'est moins polémique Mais la Suisse est dans une situation, la je dirais, Suisse, c'est différente. La neutralité historique. Alors, c'est une neutralité qui, quand même, il faut le dire, est un peu ébréchée ces temps-ci, puisque la Suisse, par exemple, vis-à-vis de l'Ukraine, a fait entrer en vigueur les mêmes sanctions que l'Union européenne. Mais sur le dossier du Proche-Orient, oui, la Suisse tient à sa neutralité, une neutralité d'ailleurs qui l'a conduit à ne pas désigner le Hezbollah comme groupe terroriste et pendant longtemps à ne pas désigner le Hamas comme groupe terroriste non plus, mais cela a changé depuis le 7 octobre. Pour les deux ou juste pour le Hamas? Juste pour le Hamas. Donc le Hamas est désormais considéré en Suisse comme un groupe terroriste, le Hezbollah ne l'est toujours pas. Donc ça c'est important et aussi il faut le rappeler, la Suisse représente les intérêts des États-Unis en Iran depuis la révolution qui a porté les ayatollahs au pouvoir. Donc si vous voulez continuer de jouer ce rôle de courroie de transmission entre l'Iran et les États-Unis, vous vous devez d'une certaine neutralité et que je sache, les États-Unis ont toujours insisté pour que la Suisse conserve ce rôle. Donc ce qui est fait en étroite relation avec les Américains. C'est un rôle de plus en plus difficile. C'est un rôle de plus en plus difficile, mais qui est peut-être de plus en plus utile. Dans une situation comme celle-ci, vous savez, avoir une courroie de transmission qui donne à Téhéran les messages de Washington et vice-versa,
Je pense que c'est particulièrement important. C'est d'ailleurs, c'est un ambassadeur suisse qui me l'avait dit avec humilité, le seul dossier qui permet à la Suisse d'aller à la Maison-Blanche. Chiara, en Italie, cette reconnaissance de l'État palestinien, elle est très demandée. C'est un des fers de lance de l'opposition. Oui, justement, ce que je me disais, c'est nous avons un gouvernement, une coalition de droite au gouvernement en Italie, vous le savez. Si le gouvernement avait été de gauche, possiblement, on aurait suivi l'exemple de l'Espagne sur ce dossier-là. On aurait peut-être reconnu l'État de Palestine parce que c'est quelque chose qui la gauche, le Parti démocratique notamment, prône et demande au gouvernement. Mais le gouvernement actuel n'a aucune intention de reconnaître l'État de Palestine comme à l'état actuel des choses. Même aujourd'hui, à nouveau, notre ministre des Affaires étrangères a renouvelé sa position. La position du gouvernement, c'est que la Palestine aujourd'hui n'existe pas, qu'il y a deux entités séparées avec deux situations différentes. On parle de Gaza et Cisjordanie, et que ce serait pas possible aujourd'hui, avec après le 7 octobre notamment, de créer un État vraisemblablement en paix en Palestine. Mais la solution en deux États est la solution envisagée par l'Italie aussi, juste pas aujourd'hui. Voilà. Juan José, vous le disiez tout à l'heure, l'Espagne elle a reconnu officiellement l'État de Palestine comme État indépendant. C'était en mai, si je ne me trompe pas. Est-ce que ça change la vision des choses des Espagnols sur ce qui se passe en ce moment et la mort de Nasrallah, et puis l'attentisme vis-à-vis de l'Iran aussi? Alors ça ne change pas la vision de ce qui se passe actuellement, puisque comme je vous disais, l'Espagne étant un pays très pro-palestinien, elle l'a démontré avec... le Hezbollah décapité, c'est un soutien de moins. Vous avez dans le gouvernement espagnol, dans l'ancien gouvernement espagnol, aussi gouvernement Sanchez et celui actuellement, vous avez des ministres qui ne considèrent pas le Hamas ou le Hezbollah des groupes terroristes, qui considèrent qu'ils sont toujours des groupes de résistance, comme on entendait tout à l'heure d'une passante qui interpellait Monsieur le Président de la République. Donc vous voyez, l'Espagne étant très palestinienne, une grève générale a eu lieu vendredi justement pour dénoncer les agissements d'Israël, pour demander que les ambassadeurs soient retirés, pour demander que Netanyahou soit envoyé devant le tribunal pénal international. Donc vous voyez effectivement ce qui s'est passé, et encore une fois, ma génération est née et a grandi avec le conflit libanais, a quand même un regard très particulier sur ce qui se passe là-bas. Un regard qui est extérieur, forcément, qui est lointain, qui n'est pas un regard politique, qui est un regard social. Donc, non, ça n'a pas beaucoup changé. Il est certain que ce qui s'est passé ces derniers jours et l'intensification des combats ne vont pas améliorer l'image d'Israël auprès de la population espagnole. Merci beaucoup à tous les trois vraiment d'avoir été avec moi pour ce correspondant spécial Liban.